tous. C'est la dernière session de ce séminaire 2023-2024 et je suis heureux que vous soyez là, Stéphanie Destando, Jean Rolando et Mathilde Bareil, que vous soyez là tous les trois pour défendre les couleurs avec moi et avec Angela, qui sera votre discutante, Angela Laera, les couleurs de la périnatalité. Donc, comme je vous le disais avant de commencer, il y a un certain nombre de jeunes ou moins jeunes collègues qui sont en examen là, actuellement à l'université, qui ont du mal à nous rejoindre, ou un certain nombre de gens qui habitent à la périphérie de Paris et qui commencent à jeter l'éponge en disant « mais aller dans Paris, c'est mission impossible ». Et c'est vrai que les jeux n'ont pas commencé, mais on sent bien que ça va être une sacrée affaire. Bon, on ne va pas se lamenter. Et donc voilà, moi je vais très rapidement faire de la publicité pour deux colloques et deux bouquins que je vais vous faire passer pour que vous puissiez les feuilleter. Donc il y en a un de la WAVE, le père en périnatalité. Donc je vous l'ai mis en pièce jointe du mail précédent. Et puis sur un autre sujet, mais qu'est-ce qui n'est pas concerné par l'intelligence artificielle, métavers et intelligence artificielle, questions cliniques, éducatives et éthiques. Et je suis très fier d'avoir réussi à mobiliser un certain nombre de collègues médecins et chercheurs qui vont venir nous dire qu'est-ce que ça représente sur le plan clinique et qu'est-ce que ça représente sur le plan éthique que l'intelligence artificielle, et en particulier en psychiatrie et en psychologie. Donc il y aura Bruno Falissard, qui dirige un gros laboratoire à la Maison de Solène. C'est le plus gros laboratoire de la région parisienne en sciences humaines, à mi-chemin entre les neurosciences et la psychologie et la psychopathologie. Et puis il y aura aussi un bon copain marseillais, Guillaume Gorincourt, qui lui est échographiste et avec qui je travaille sur l'échographie depuis des lustres. Et il va venir nous raconter qu'est-ce que ça va venir faire, l'intelligence artificielle, et qu'est-ce que ça fait déjà. Il m'a dit arrête le futur, parle au présent s'il te plaît. Qu'est-ce que ça fait déjà pour un échographiste un peu pointu, un peu branché, un peu 2.0, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui l'intelligence artificielle par rapport aux bases de données phénoménales qui existent par rapport à l'imagerie médicale et l'échographie en particulier. Voilà. Donc je vous fais passer ces programmes, regardez-les tranquillement. Dans les deux cas, il y a encore moyen de s'inscrire. Alors Besançon, c'est un peu près, vous avez eu le temps de vous retourner, mais je sais qu'il reste des places. Voilà. Et puis, je suis content aussi de faire un peu de pub sur cette collection qui s'intitule Psychanalyse vivante. Par les temps qui courent, c'est vraiment un défi d'intituler une collection comme ça. Et donc, les deux derniers numéros, il y en a un sur le rêve, donc vieille histoire, ou histoire encore intéressante sur le plan épistémologique. Donc, j'ai demandé un certain nombre de psychothérapeutes expérimentés ou des jeunes pousses. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous en faites du matériel du rêve en psychothérapie? Et le résultat est vraiment très contrasté et très intéressant. Parce que, pour vous la faire courte, il y a des jeunes collègues ou des vieux sous ou des vieilles screws qui répondent « Ah, moi j'utilise beaucoup, c'est évident, c'est l'autoroute pour les conflits inconscients ». Et d'autres qui disent « Ah non, j'utilise très peu ». Donc c'est vraiment très intéressant de voir qu'aujourd'hui, on parle là de technique, qu'est-ce qui se passe réellement dans l'espace psychothérapeutique, de voir ce contraste entre ceux qui disent évidemment, l'air de dire je ne vois pas l'intérêt de la question, et ceux qui disent ben pas tant que ça. Et puis il y a un article de deux collègues psychiatres militaires qui prennent complètement, installez-vous, qui prennent complètement à contre-pied
la doxa sur ce que je m'adresse à moi-même avec les cours que je fais sur le traumatisme aux étudiants, où on annonce un certain nombre de trucs depuis 30 ans, et ces deux psychiatres militaires prennent consciencieusement à contre-pied un certain nombre d'idées reçues par rapport à la thérapeutique du trauma, et en particulier du vétéran, du guerrier traumatisé et des rêves traumatiques. Voilà. Donc je vous fais passer ça pour que vous puissiez le traiter tranquillement. Et puis sans attendre, je passe la parole donc aux trois invités qui nous viennent du Pays Basque, Jean Rolando, Stéphanie Destando et Mathilde Bareil. Alors moi je dois dire que je ne sais pas grand-chose sur Caminante et par bonheur vous allez le détailler, mais il y a une chose que je sais et je veux la souligner d'emblée, c'est que vous m'avez invité 2 fois à venir travailler avec vous et que j'ai rarement senti avec autant de simplicité et de vivacité l'accordage sur des valeurs essentielles humanistes. C'est-à-dire que, et c'est vrai que le Pays Basque a l'art de ça, c'est-à-dire que pour moi qui suis un provincial monté à Paris, j'aime bien quand la province est fière et créative, quoi. J'aime ça, parce que moi je viens de là. Et c'est vrai que quand on arrive et qu'on découvre c'est quoi la santé mentale dans le Pays Basque, c'est ça qu'on sent. Enfin, je ne veux pas spoiler ce que vous allez dire, c'est vous qui allez le dire, mais je l'ai senti profondément. Il y a des valeurs, et ça s'inscrit dans l'histoire, ça aussi. Il y a des valeurs, il y a une histoire psychiatrique, il y a une histoire en psychologie, en psychanalyse, et il y a un savoir-faire aussi. Donc je suis vraiment heureux de vous accueillir ici sur les terres parisiennes, et on va enregistrer ça, j'espère, pour le diffuser, pour le partager. Donc voilà. Donc juste un dernier mot sur le fait que Angela Lahera va être votre discutante. J'ai tout de suite, quand on a commencé chez vous à parler de ce XAPA, Brokedis, j'ai tout de suite pensé à Angela, je lui en avais parlé d'ailleurs. Angela, donc c'était une de mes doctorantes, et elle travaillait sur grossesse et toxicomanie. Et alors elle nous racontera ça à sa façon tout à l'heure, et elle discutera vos propositions. Mais c'est vrai que c'est une question essentielle sur laquelle la littérature est un peu courte, non? Enfin, c'est une des choses que j'ai appris grâce à vous. Voilà. Donc je pense que la rencontre est heureuse entre des praticiens, des combattants du front de la toxicomanie du quotidien au Pays Basque, et quelqu'un, une luxembourgeoise? Non, italienne. Italienne, oui, je veux toujours transformer l'italienne en luxembourgeoise. Mais parce que la thèse s'est déroulée quand même... Oui, le terrain de recherche était au Luxembourg. C'est ça. Donc, je pense que donc ça va être européen comme discussion, c'est formidable. Bon, je vous en prie, à votre façon. De temps en temps, je me lève, c'est pas un évitement, mais c'est une mobilisation technique. Je me lève pour vérifier que le petit robot caméra fait bien son travail. Donc, ne vous étonnez de rien, et laissez-moi le passage. Voilà, je vous en prie. Allez-y à votre façon. Très bien. Donc, bonjour à tous. Alors, nous travaillons à l'association Caminante. Alors, moi, donc, c'est Stéphanie Destando. Je suis directrice de 2 établissements de l'association, donc un XAPA avec hébergement, dont on parlera tout à l'heure, qui reçoit des personnes qui ont des problématiques addictives, et aussi d'une maison relais, voilà, qui accueille des personnes qui ont des troubles psychiques. Oui, et donc Mathilde Bareil. Mathilde Bareil, oui, je suis éducatrice spécialisée depuis du coup une dizaine d'années au XAPA. Et Jean. Jean Rolando, donc je suis un des membres fondateurs de l'association Suerte au départ, et ensuite directeur et directeur général de l'association jusqu'en 2020, où j'ai choisi d'arrêter mes fonctions de directeur général parce que j'en avais assez un petit peu de tous ces aspects administratifs, pour reprendre dans l'association un poste de psychothérapeute et de psychothérapeute institutionnel. Voilà. Continuer un petit peu le travail
que j'avais commencé. Et donc, du coup, cette association, elle existe. Peut-être, excusez-moi, Oui. mettre le micro devant la personne qui parle, juste ça. Parce que la bestiole est plutôt sensible pour le son, Ok. mais c'est le point névralgique. Parce que si on a des vidéos avec le son qui déconne, c'est affreux. Donc, juste comme ça, Ok. ça peut très bien. Donc l'association, elle existe depuis plus de 20 ans. Et donc Jean vous parlera de l'histoire de cette association qui s'appelle l'Association Caminante à présent. Elle regroupe 33 établissements et services avec un pôle addictologique, un pôle handicap pour enfants et adultes et un pôle aussi petite enfance avec lieu d'accueil et des projets aussi à venir sur des maisons de 1000 premiers jours, voilà, qui sont en cours. Donc je vais simplement laisser la parole à Jean, qui va mieux vous expliquer le contexte dans lequel est née cette association. Voilà, dans un premier temps, je vais vous parler en effet du contexte de la création de cette association. Ensuite, je vous parlerai des principes généraux de l'ensemble du dispositif qu'on a monté et qui concerne l'ensemble des établissements de Caminante. Et enfin, je vous parlerai de l'ouverture de l'unité mère-enfant, la première qui a eu lieu en France. Donc, il est impossible de comprendre l'histoire du centre thérapeutique résidentiel de notre association sans la resituer dans le contexte historique de la lutte contre les toxicomanies dans les années 1990-2000. À cette époque, le référentiel français du soin aux toxicomanes est articulé autour du sevrage et des thérapies d'inspiration psychanalytique. Ce référentiel et ses professionnels occupent une situation de monopole. L'abstinence est alors un prérequis pour entrer dans les structures de soins spécialisées. En effet, la désintoxication est la seule modalité de sortie de la toxicomanie jugée acceptable et recevable par les dirigeants politiques. D'ailleurs, les circulaires de la DGF, la Direction générale de la santé de l'époque, qui ont contribué à structurer ce dispositif, illustrent bien cet état d'esprit. Et je cite, « Les centres de post-cure se divisent en deux catégories. Les uns traitent pendant quelques mois en cure psychothérapeutique les toxicomanes ayant terminé une cure de sevrage qui ont une personnalité très fragile. Les autres aident pendant 6 mois à 2 ans environ le toxicomane à quitter définitivement l'univers de la drogue pour une réinsertion sociale. La prise en charge résidentielle est le standard dominant, presque exclusif, du traitement des toxicomanies. Dès les années 70, le séjour résidentiel est conçu comme le lieu et le moment essentiel du parcours de soins. Il doit consolider la cure de sevrage et dans la durée, l'abstinence. Ces lieux de soins proposent une prise en charge non médicalisée et d'ailleurs très défiante à l'endroit du médical, à vocation essentiellement psychosociale. Les projets thérapeutiques de la plupart des post-cures, je pourrais dire de l'ensemble des post-cures, sont ainsi fondés sur l'engagement du patient à renoncer à tout produit, y compris les médicaments, sur une rupture de l'environnement social et familial, il faut partir loin dans la campagne, et sur une prise en charge duelle à visée psychothérapeutique. La brutale diffusion du sida et les ravages de l'épidémie parmi les usagers de drogue par voie intraveineuse va faire voler en éclats cette conception du soin. Le sida, en effet, révèle que les toxicomanes français sont nombreux à rester en marge des institutions de soins, y compris des centres spécialisés, et qu'ils connaissent massivement une situation sociale et sanitaire particulièrement grave. Le fait de ne proposer des soins qu'à ceux décidés à arriver à l'abstinence revient à ignorer une grande proportion des usagers de drogue, proportion la plus marginalisée et donc la plus désespérée. Permettre à cette population d'accéder aux soins et de réduire les risques liés à leur consommation de drogue devient un impératif de santé publique. Désignées sous l'appellation de réduction des risques, ces actions ont consisté à privilégier des stratégies de soins et de prévention afin de limiter les risques sanitaires et sociaux
liées à l'usage de psychotropes. On dira il faut limiter la casse. Pendant toute cette période, les débats qui ont opposé les intervenants en toxicomanie entre eux et avec les pouvoirs publics à propos des traitements de substitution ont été houleux, virulents et parfois violents, chacun accusant les autres de trahir le concept du soin. Un toxicomane tenu en laisse pour les intervenants qui restent convaincus que l'esclave d'un produit ne peut être libre, que donner des traitements de substitution, c'est vouloir soigner un alcoolique du vin rouge en lui donnant à boire du vin blanc. Un patient comme les autres, pour le médecin qui a cessé d'être un dealer en blouse blanche. Comme l'affirme le psychanalyste Melman, l'absorption du médicament épargne le cycle autrement habituel des troubles du comportement. Pic de bien-être et précipice dépressif. La méthadone donne aux malades le sentiment d'être normal et permet de s'orienter à nouveau vers une activité sociale. C'est-à-dire que c'est un règlement de l'humeur. C'est dans ce contexte de querelle que j'étais invité par le professeur Tignol de Bordeaux aux Journées internationales de psychiatrie en juin 1996 à intervenir sur le thème de la psychothérapie des patients en traitement de substitution, car j'étais à cette époque psychothérapeute dans un CSST, un centre spécialisé de soins aux toxicomanes de Médecins du Monde à Bayonne. Cette prise de parole, où Madame Morfini, la responsable au ministère de l'hébergement des toxicomanes en France, était présente, eh bien cette prise de parole a été décisive. En effet, de proche en proche, l'idée d'un centre thérapeutique résidentiel se dévoila au ministère, qui me sollicita pour en être l'initiateur. La création de l'association Suerte en 1997 est le fruit de la rencontre de ceux qui vont constituer le premier cercle du conseil d'administration, à savoir le psychiatre directeur du centre spécialisé de soins aux toxicomanes de Médecins du Monde à Bayonne, un pédopsychiatre du secteur public de Mont-de-Marsan, un ami avec qui je travaille à l'époque, un directeur de DAS et moi-même. En 1998, une note de la Direction générale de la santé inscrit les missions des centres spécialisés de soins aux toxicomanes dans la lutte contre les exclusions, développe l'approche pluridisciplinaire dans les centres, impose l'accueil des toxicomanes sans préalable, la démarche d'abstinence n'est plus prioritaire. Il s'agit de favoriser l'accueil dans le dispositif des personnes les plus marginalisées. Les centres thérapeutiques ont été alors incités, voire plus, à revoir leurs projets thérapeutiques et à recadrer leur activité. En effet, dans cette circulaire, la nécessité de la prise en charge médicale y est clairement posée. Et je cite, « Ainsi, les post-cures ne peuvent plus avoir une vocation uniquement éducative. Les prestations qu'elles fournissent doivent intégrer les aspects sanitaires et sociaux. Ces nouvelles orientations médicales permettent de gérer la question du sevrage, accueillir des patients atteints de troubles infectieux. Désormais, en aucun cas, l'existence d'un trouble somatique ne peut justifier la non-admission en post-cure. Il faut savoir qu'à cette époque, il y a énormément de post-cures qui refusent les gens atteints de VIH et d'hépatite C. Accepter des personnes sous traitement médicamenteux. Beaucoup de structures leur refusaient l'accès. C'est-à-dire qu'on soignait les gens avec des tisanes. Interdiction d'avoir des psychotropes. Pas question pour les troubles dépressifs, anxieux, enfin, toutes les maladies psychiatriques. Rien. Mettre en place un traitement de substitution avant la sortie de la post-cure si l'indication médicale en est posée et assurer le relais à la sortie. La volonté du ministère de la Santé de poser un cadre institutionnel différent pour l'accueil des toxicomanes s'est heurtée à de fortes résistances de la part des acteurs de terrain, car beaucoup d'intervenants en toxicomanie n'acceptaient pas ce cadre qui leur était maintenant imposé. Et je vous cite un article paru dans le Figaro en juin 2000, écrit par un journaliste, Raphaël Steinville, qui dit « Le Bois des Loges n'est ni le premier centre de post-cure, ni le dernier visé par les directives de la DAS et du gouvernement.
Avant lui, Chimène, La Croisée, La Falte, Grande Écoute ont vu leur subvention supprimée. À travers ces menaces de fermeture, et ces fermetures bien réelles, c'est toute la politique de soins thérapeutiques qui est en jeu. Le gouvernement est en train de bâtir des prisons chimiques et condamne, l'air de rien, les toxicomanes à la perpétuité. La substitution n'est pas autre chose, une camisole. Voilà les textes tels qu'ils paraissent en 2000. Du côté de Sowerté, chez nous, le projet et son implantation dans le sud des Landes sont finalisés. Alors que 20% des post-cures ont fermé, faute de vouloir se conformer aux nouvelles réglementations, le centre Sowerté ouvre en février 1999. Voilà un petit peu le contexte dans lequel s'est créée cette association. Elle s'est créée dans le combat, dans un combat pour justement des personnes qui étaient excessivement démunies, fragiles. Beaucoup de gens mouraient. On recevait à cette époque-là 50% de prévalence de gens qui avaient le sida, 80% de gens qui avaient l'hépatite C. Voyez ? Le projet initial, alors maintenant je vais vous parler des principes généraux qui concernent l'ensemble de ce dispositif et également que j'ai pu mettre en place sur l'ensemble des établissements de l'association. Le projet initial était donc de proposer à des patients toxicomanes, adultes des deux sexes, déjà engagés dans le soin d'une dépendance majeure, un espace-temps thérapeutique. Il s'agissait d'y aménager une pause structurante face aux menaces de rupture si fréquentes dans cette population, et en inscrivant la structure dans l'ensemble des réseaux de soins existants au niveau local et régional. La dimension du faire est tout à fait centrale, tant il est vrai que les patients ont tendance à utiliser le passage à l'acte, quelle qu'en soit sa forme, pour exprimer leur mal-être. Il s'agit donc de proposer une véritable ère transitionnelle entre l'agir et le dire, celle du faire. Et pour l'équipe soignante, le faire avec. Il s'agit bien sûr d'un soin individuel, mais en groupe. Le groupe, par ses possibilités d'étayage et d'identification qu'il offre, permet de contenir les angoisses archaïques des patients et de maintenir des capacités de lien, souvent menacées dans de telles pathologies. Son fonctionnement en structure ouverte lui permet d'être en relation avec l'environnement, son environnement social, culturel du territoire. Le soin institutionnel, articulé autour du faire avec et du groupe, est conçu comme reposant sur l'organisation d'un ensemble d'activités partagées entre soignants et soignés, où chaque résident peut exprimer les multiples facettes de sa personnalité, permettant aux intervenants de relier leur point de vue dans une compréhension globale, prioritairement lors de la réunion institutionnelle hebdomadaire. Il faut savoir qu'à Sowerté, on aime bien cultiver les regards croisés. Cette réunion a une fonction de soutènement, de colonne vertébrale, de clé de voûte du dispositif clinique. L'équipe y aborde les questions qui se posent et les questions qu'elle se pose à elle-même, toutes les questions, qu'elles soient au niveau des relations entre salariés, les règles de vie, les activités, les projets individuels des résidents, toutes les questions qui se posent. L'institution, par son organisation, s'inscrit dans la permanence, avec des temps et des espaces différenciés et articulés entre eux. Elle travaille, au fond, à redonner une dimension institutionnelle à une vie collective menacée de devenir un ensemble de personnes atomisées. Cette organisation institutionnelle qui positionne l'établissement et ses différents acteurs au service d'un projet a un effet structurant sur les personnes et par là peut avoir des effets thérapeutiques. En effet, le comportement des usagers comme celui des professionnels est largement conditionné par le type d'organisation mise en place. Selon l'ambiance créée, certains troubles peuvent s'atténuer, voire disparaître, ou au contraire se renforcer. Le travail institutionnel repose sur un principe à la fois simple et ambitieux. Pour être en capacité de prendre soin des personnes en situation de fragilité que nous avons mission d'accompagner, il convient en premier lieu
de prendre soin de l'institution. C'est bien parce que la souffrance est au cœur de l'établissement qu'il nous appartient de prendre soin de l'institution. Nécessité donc de travailler à plusieurs, mais le risque est grand que chaque fois que quelqu'un ne va pas bien, les places des aidants se figent, que chacun campe sur ses positions, comme on dit. On ne peut accompagner sans faire lien, on peut aussi, en étant lié, finir étouffé. Question de mouvement, d'articulation, de positionnement les uns vis-à-vis des autres. Nécessité donc de travailler à plusieurs, mais que ce plusieurs fasse fonction, soit contenant, fasse fonction d'enveloppe de sécurité. Racamier il ne parle pas de contenant, et j'aime bien cette expression, il parle d'hébergement psychique. Proposer un hébergement psychique. L'enveloppe de sécurité, comme nous disait un résident, c'est la maison qui soigne. Prouve que des pratiques d'accompagnement très concrètement portées sur l'accueil de l'autre tel qu'il est peuvent rassurer, protéger, être un véritable port d'attache pour la personne en difficulté et lui permettre ainsi de retrouver une vie la plus ordinaire possible. Pour cela, il faut apprendre à penser ensemble. Il s'agit non seulement de créer des conditions pour que la parole circule, d'écouter, de recueillir, de respecter la parole de chacun, mais surtout, il est nécessaire que cela aboutisse à une connaissance mutuelle dans le respect des différences, afin de rendre possible l'émergence d'un véritable penser ensemble, où nous pourrons tôt ou tard parler nos doutes, nos hésitations, nos peurs, autant que nos espoirs. Il n'y a pas d'autre chemin pour commencer à penser ensemble, réellement. L'accompagnement avec le lien qui peut se tisser avec la personne accueillie exige de chacun une position professionnelle, à la fois technique et éthique, qui implique de la rigueur, du savoir-faire et de la persévérance. En accueillant chaque personne dans sa singularité, avec ses difficultés propres et ses ressources particulières, l'accompagnement peut permettre une véritable reconstruction d'une histoire blessée. Le prendre soin, c'est au collectif qu'il importe de décider une dimension culturelle d'équipe où les professionnels vont œuvrer dans le même sens. Tenir et penser ensemble pour offrir un accompagnement de qualité. C'est bien là le travail qu'il s'agit de soigner, en faisant que chacun le soigne davantage. On voit donc l'importance, comme dit encore Racamier, que l'ensemble constitué par l'équipe soignante et par les patients doit être constamment étudié, analysé, orienté, voire même soigné, sans parler pour autant d'une psychanalyse de l'organisme soignant. Voilà un petit peu les principes généraux qui animent chaque établissement, avec des réunions hebdomadaires toutes les semaines, partout, et où les choses se parlent, se traitent et permettent de travailler et de penser ensemble. Maintenant, je vais vous aborder cette partie de l'unité, de la construction de l'unité mère-enfant et les conditions d'émergence de cette unité. Si la note de la Direction générale de la santé de 1998 a donné des orientations très précises relatives aux différents publics accueillis dans les centres thérapeutiques résidentiels, aucune mention, aucune indication, aucune orientation n'est formulée concernant l'accueil des femmes toxicomanes et par conséquent des femmes enceintes sous l'emprise de produits et leur prise en charge. Pierre Lavignas, le médecin diabétologue du centre, qui est avec moi depuis l'ouverture, va rapidement nous sensibiliser et nous inscrire dans la prise en compte de ce public. En effet, il est par ailleurs l'un des membres fondateurs du GEGA, c'est le groupe d'études de grossesse et addiction, avec le professeur Lejeune, pédiatre, qui, lui, en est à l'initiative de ce projet. Ainsi, dès 2003, l'association sera membre du conseil d'administration du GEGA, et je participerai à toutes les réunions mensuelles du GEGA. À cette époque, il existe un déficit important en France dans la prise en charge des troubles addictifs durant la grossesse et la périnatalité. Cette question est souvent abordée au sein du GEGA. Des études ont montré, notamment celle du professeur Lejeune en 1997, que la qualité de l'environnement et les pathologies liées à la toxicomanie des mères
avait un impact considérable sur le devenir des enfants. En ce sens, l'avenir des enfants dépendait essentiellement de leur environnement socio-familial, marqué souvent par des facteurs fragilisants tels que les taux de séparation élevés, des violences intrafamiliales, une situation de précarité, une fragilité psychologique. C'est avec ce groupe pluriprofessionnel de réflexion, de partage d'expériences et de recherche autour de la prise en charge des femmes enceintes et de leurs enfants que va prendre forme la nécessité d'ouvrir un hébergement thérapeutique pour des femmes en période périnatale. On sait d'ailleurs que leur accueil est souvent très difficile. En effet, soit l'accès aux soins impose une séparation durable du lien mère-enfant, soit son maintien se fait au détriment de la prise en charge thérapeutique de la mère. À Suerte, comme ailleurs, nous accueillons beaucoup moins de femmes que d'hommes, environ 20%, ce qui correspond à une tendance générale. Et d'ailleurs, souvent, ces accueils n'ont pu se réaliser car les mères concernées ne pouvaient ou ne voulaient laisser leur enfant en bas âge et préféraient refuser de se soigner véritablement plutôt que de renoncer à un lien aussi perturbé fût-il. Nous nous sommes heurtés alors aux difficultés administratives avec les autorités de contrôle, les partenaires institutionnels, qui trouvaient notre projet très intéressant, mais irréalisable en l'état. C'est grâce à l'implication et à l'engagement d'un médecin de la MILT, la mission interministérielle de lutte contre les toxicomanies, qui était membre du GEGA, que l'on va pouvoir mener une expérimentation pendant 1 an, financée en 2008. Voici les grandes lignes et le sens de l'argumentaire que j'ai envoyé du projet que l'on a déposé à la Direction générale de la santé en 2007. La grossesse chez la femme toxicomane est une période de profond remaniement psychique, tant au plan narcissique qu'objectal. Cette période peut donc représenter au plan psychopathologique une crise profonde, c'est-à-dire une situation à haut risque. Mais en même temps, elle peut être appréhendée en termes d'opportunité. Il n'est pas rare, en effet, que la grossesse soit un élément déclencheur d'une modification dans la consommation des produits, et pas que. Il est donc extrêmement important de proposer à ces jeunes mamans un cadre socio-éducatif approprié quand on sait que nos premières relations avec l'entourage le plus proche sont fondatrices de notre personnalité. Dans la première année, beaucoup de choses se jouent qui vont être déterminantes pour la suite de la relation aux autres. Et s'il y a des ratages importants de ces liens précoces, ensuite, ça va être tout le temps des rattrapages et des grandes difficultés de relation. Quand on regarde l'anamnèse de ces personnes, on trouve dans 60 à 80% des cas des troubles de relations précoces. Donc voilà pourquoi c'est important que cette base de structuration de la personne humaine se fasse tout de suite, dès les premiers moments de la vie. Comme pour tous les résidents du centre, il est proposé aux jeunes mamans un accompagnement socio-éducatif basé sur des relations médiatisées. Il repose sur une structuration du temps et de l'espace constituant un cadre et des repères, support d'activités spécifiques, comme pour les autres. Mais avant tout, il faut que ces mamans vivent dans un climat de sécurité, qu'elles soient entourées. Les femmes sont souvent seules, sans véritable famille, donc nous mettons en place une enveloppe de sécurité, un hébergement psychique. Les soins sont constitués par un apprentissage des actes de puériculture, du comment elle doit s'occuper de son bébé, mais surtout, comment elle peut s'autoriser à être la mère de cet enfant et à l'aimer. Pour les bébés, il sera institué une alternance de temps en présence de la mère et de temps sans elle, où il sera pris en charge par l'équipe qui assurera sa sécurité quoi qu'il arrive. Pour la DIAD, il s'agit d'accompagner le processus de séparation-individuation de l'enfant en prenant soin du lien mère-enfant. En effet, on rencontre souvent soit un risque de retrait maternel excessif, soit un rapprochement fusionnel. Pour la DIAD, il s'agit d'accompagner le processus... je l'ai déjà dit. L'objectif principal du projet est de stabiliser la situation maternelle sur le plan addictologique, médical et social,
tout en préservant la santé et la sécurité du bébé durant une phase sensible de développement entre 0 et 1 an, parce qu'à ce moment-là, au moment de l'expérimentation, nous n'avons pas la possibilité, la sécurité, d'avoir la question de la marche. Et donc, on a arrêté l'expérimentation jusqu'à 1 an. Et donc, il s'agit quand même de réduire les risques sociaux de la toxicomanie avant et après la naissance, favoriser et soutenir le lien mère-enfant tout au long de la petite enfance et promouvoir la place et la sécurité du bébé. Suite à cette expérimentation, évaluée par un représentant de la MILT sur site, qui est venu nous voir, un appel d'offres pour un accueil de femmes avec enfants en centre spécialisé d'addictologie et de prévention en addictologie avec hébergement est lancé en 2009, visant à transformer un centre thérapeutique résidentiel de 12 places en accueil exclusif mère-enfant. La DGS voulait transformer un CTR existant en accueil exclusif mère-enfant. Malgré les sollicitations de la DGS et de la MILT, que j'ai reçues, que l'association a reçues, de répondre à l'appel d'offres tel qu'il a été formulé, le conseil d'administration de notre association n'a pas souhaité transformer l'intégralité du centre spécialisé de soins aux toxicomanes existant et a donc décliné cet appel d'offres. D'autre part, le problème de la mixité auquel nous avons été confrontés lors de notre expérimentation nous a amené à penser que cette mixité est non seulement possible, mais par bien des aspects souhaitables. Et ça a été un point d'achoppement avec le ministère, puisque même dans le prochain projet que vous allez voir qui va sortir, ils ont continué à vouloir avoir un accueil exclusif pour ces femmes-là. Et on a toujours refusé, et on a eu gain de cause au final. Aucun promoteur ne s'étant manifesté, un autre appel d'offres a eu lieu en juillet 2010, ouvrant 5 places en hébergement collectif pour des femmes en période périnatale et 3 places en appartement thérapeutique. L'association répond à cet appel d'offres qui aboutit à l'ouverture pérenne de l'unité mère-enfant dans notre centre thérapeutique résidentiel. Pour une prise en charge précoce de situations à risque, la construction de liens avec un grand nombre de partenaires est indispensable pour chacun des acteurs concernés par la situation. L'expérience effectuée en 2008 a permis de systématiser avec la PMI locale un suivi gynécologique et obstétrical de la maman et pour le bébé, un suivi pédiatrique systématique dans le cadre de consultations. Le service maternité et pédiatrique de l'hôpital assure le suivi des grossesses et éventuellement de l'accouchement. Il s'agit bien du renforcement et de l'élargissement de liens interdisciplinaires et d'un partenariat déjà existant et éprouvé dans la pratique quotidienne. Outre la collaboration avec les maternités, le secteur de psychiatrie infanto-juvénile, les services de l'aide sociale à l'enfance, les réseaux de périnatalité et d'addictologie du territoire ont été sollicités. Le travail en réseau a intégré, lorsque cela est devenu nécessaire, les services de la justice. Ce partenariat implique multiples, indispensables, s'est concrétisé par des conventions, comme pour la socialisation de l'enfant à l'extérieur du XAPA, avec la crèche du village voisin. Si les fondements de notre projet initial et les objectifs généraux restent inchangés, il ne s'agit plus de parler des troubles liés à la toxicomanie maternelle, mais de parler et de traiter les troubles addictologiques maternels. J'ai volontairement parlé dans cette présentation tantôt de toxicomanie, tantôt d'addictologie, car si l'obligation de transformer les centres spécialisés de soins et toxicomanes et les centres de cure ambulatoires en alcoolologie, ces 2 centres en XAPA, centre de soins d'accompagnement de prévention en addictologie, et ça c'était prévu dès la circulaire de 2001 et 2002 de Maestracci, de la MILT, de la Mission interministérielle des luttes contre les toxicomanies, qui voulait rassembler déjà et parler d'addictologie, eh bien, la loi a été promulguée déjà en 2002. La fusion des associations ne sera effective que
8 ans plus tard, et d'une manière imposée, comme pour 98, à savoir, eh bien, si les centres ne se mettaient pas à vouloir fusionner en XAPA et rester soit centre de cure en alcoolologie, soit en toxicomanie, eh bien, ils disparaissaient. Donc, en 2010, c'est là que sont arrivés les XAPA. Voilà, un petit peu. Et avant de passer la parole à Stéphanie, je voudrais juste dire un mot que dans le jeu tragique de la vie et de la mort que mènent les toxicomanes, l'arrivée de bébés et de jeunes enfants a eu un impact considérable sur l'ambiance générale, sur les effets de l'histoire de chacun, sur le climat général, que l'on n'avait absolument pas imaginé, absolument pas anticipé, et qui ouvrait davantage vers la vie, vers un avenir. Voilà. Stéphanie. Merci Jean pour cette présentation très précise de l'histoire et puis du cœur, vraiment du cœur de la prise en charge qu'on essaie de faire de manière générale au sein de l'association. Mais là, du coup, on va plus parler du XAPA et de son unité mère-enfant. Mais alors, ce qu'on vous propose, c'est de vous montrer un film de présentation du XAPA. J'en dis pas plus parce qu'il parle de lui-même. Vous allez voir les lieux. Et c'est donc un XAPA avec hébergement et c'est un accompagnement particulier. On en parlait juste avant de démarrer, mais donc je pense que de voir les images, les lieux, d'avoir les témoignages de professionnels et de patients et patientes, voilà, ça donnera un climat, oui, un autre climat. Oui, je vais fermer. Oui. Faut en faire plusieurs, tu penses? C'est le MP4. C'est le compte complet. Qu'un nouveau départ se préparait. Venu pour un moment de coupure, j'ai eu droit à un super séjour de rupture. On aurait aimé que ça dure, ces purs moments d'échange, de joie, d'activité et de découverte de soi et de notre belle planète. À l'équipe des éducateurs de Suerte Roquelis, voici pour laisser une trace physique de mon passage parmi vous, un dessin inachevé de cette belle maison que vous aimez tant. Dessin inachevé comme la route que je suis en train de prendre et qui me reste encore à dessiner de mes propres mains. Je vous en suis si reconnaissant que je garderai longtemps le souvenir de cette maison dans un coin de campagne du Pays Basque, mais surtout de ses habitants et de ses travailleurs de matière humaine. Telle une cascade déferlante, ma tête s'est vidée et mon corps peu à peu s'est remis en activité. Moment d'égarement, d'évasion, d'épanouissement, bon début de reconstruction. Merci Suerte pour cette belle envolée, à toute l'équipe et aux collègues. Courage, force et volonté, on peut tous y arriver. Si vous voyez l'ordinateur là, c'est un peu mieux pour les images. Mais... C'est sur YouTube et je vous donnerai le lien. Oui, voilà. Je vous fournirai le lien. Le XAPA de Roquelis, c'est un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Il y a des XAPA ambulatoires et des XAPA avec hébergement. Ici, c'est un XAPA avec hébergement.
c'est-à-dire que les gens viennent ici pour vivre pendant un certain temps. Et ici, on a quand même le temps de se poser et de se remettre un petit peu en question et d'arriver à essayer de comprendre le problème, quoi. Même si à côté de ça, tu es coupé un petit peu du monde par rapport au portable, par rapport à Internet, des choses comme ça. Mais je pense que c'est plutôt pas mal et nécessaire pour arriver à faire le vide et faire le tri dans ta vie pour essayer de repartir sur une base, quoi. Ils construisent, ils reconstruisent petit à petit, ils retrouvent la patience, chose qu'ils avaient perdue. Et puis ils retrouvent l'écoute de l'autre, l'écoute envers l'autre aussi, parce qu'ils arrivent à s'écouter entre eux. Tout ça, ça se fait vraiment à travers le faire avec, dans les ateliers, avec les soignants, d'être en lien. Parce que c'est vraiment des personnes qui ont des pathologies du lien. Ils sont soit trop proches des personnes, soit ils sont trop éloignés. En mettant la personne au cœur de son soin, on l'a fait participer vraiment à sa possible guérison. À travers les ateliers, vont permettre à ces personnes de reprendre plaisir à travailler, à refonctionner psychiquement, à pouvoir faire une tâche, aller jusqu'au bout, la finir. Il faut dire que par rapport à ça, on a quand même beaucoup de patients qui ont perdu énormément leurs repères. Quand je parle de repères, je dis des repères spatio-temporels. Donc il faut qu'ils retrouvent un peu ce plaisir de vivre. Et c'est ce qu'on essaie de offrir ici un peu quotidiennement, avec les contraintes que ça suppose. Et puis il y a aussi des temps de sport où on va tous ensemble et des temps de balade aussi à l'extérieur. Il y a aussi une dimension thérapeutique avec des thérapeutes qui viennent. Alors un thérapeute qui est plutôt du côté psychodynamique et un autre plutôt du côté des techniques cognitivo-comportementales, c'est-à-dire qu'on travaille la question de la rechute. Il peut y avoir aussi des accompagnements sur l'extérieur où ils peuvent rencontrer ceux qui en ont besoin, des psychiatres et différents thérapeutes. Et c'est tout cela qui est mis en musique un petit peu, hein, et qui est retravaillé au sein de notre réunion institutionnelle, qui est la colonne vertébrale du travail institutionnel. On essaye de réévaluer les choses, de réadapter. En fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut parler de nos ressentis, parce que d'un côté, il y a nos ressentis, et d'un autre côté, il y a ce qui s'est passé concrètement. Et on a souvent des avis différents, mais qui se regroupent au final de ce que la personne est, parce que moi, ce que je regarde sur quelqu'un, c'est pas forcément la réalité, c'est mon regard. Et je crois que c'est hyper important aussi bien pour l'équipe que pour les résidents. Parce que quand les résidents voient qu'il y a une équipe qui est soudée et qui est présente, je pense que ça me rassure aussi. On se sert beaucoup de ce qu'on appelait autrefois la psychothérapie institutionnelle. C'est aussi, on va appeler ça la maison, donc ce qui est soignante en elle-même, mais ça veut dire aussi qu'elle a besoin de soins. De cette relation qu'il y a entre les deux, eh bien on soigne quelque part l'institution et la personne va retrouver sa propre identité, son histoire à travers ces relations partagées. C'est vrai qu'ici, tout le travail, on essaie de faire en sorte qu'ils puissent garder une trace de leur passage ici, au sein du XAPA, Brocolis. Ça serait donc qu'elle puisse garder dans un coin de sa mémoire c'est les mécanismes qu'elle a pu mettre en place ici pour affronter les difficultés, je veux dire les difficultés banales de tout un chacun de la vie. Et que ces difficultés avant la mettaient en état de rechute et de reconsommer des drogues ou de s'échapper ou de fuir. Et donc, comme toutes ces choses-là sont abordées ici pendant le séjour, c'est que la personne garde trace de ça pour pouvoir s'en servir ultérieurement.
loger à la même enseigne, il y a des règles à respecter forcément, mais aussi on a une équipe qui s'adapte à chaque cas de personne. Je pense que l'avantage ici, c'est que c'est un peu chacun à son rythme. Ils sont très à l'écoute en fait. Donc à chaque moment, même en pleine nuit, si jamais j'ai un souci, je peux aller voir le veilleur de nuit, qui n'est pas que veilleur de nuit d'ailleurs, qui est également, comme les autres, avec qui tu veux parler, me confier. On est traité en tant qu'humain, on n'est pas des numéros. Auprès d'aucun soignant, je n'ai ressenti le jugement. Au contraire, ils m'ont porté, je me sentais vraiment portée. La chose la plus spéciale ici, c'est les soignants, car j'avais fait d'autres cures auparavant dans d'autres centres, et c'est vrai qu'ici, c'est quand même une atmosphère particulière et où il y a quelque chose qui peut paraître bizarre au début quand on arrive la première heure où on est là, on va se dire où c'est qu'on est tombé, mais au bout de quelques temps, quand on arrive à avoir confiance, à instaurer une confiance avec les soignants, moi c'est surtout les soignants. L'endroit, oui aussi, avec le temps, mais la première chose c'est les soignants. Tout au début, tu es là, tu es pressé de partir. Mais en fait, à force de rester là, tu te sens vraiment chez toi. Je suis devenue un moment, je me suis sentie vraiment chez moi. Au sein du XAPA est très ritualisé. Il y a un peu toujours les mêmes horaires, c'est-à-dire qu'on va un peu comme si on allait au travail le matin, du lundi au vendredi. Donc c'est des ateliers de 9h à midi, de 14h à 16h30. Donc les ateliers servent un peu à rythmer la journée et retrouver justement une espèce de rythme comme ça qui serait apaisant. Ça les aide aussi à ne pas être trop dans l'ennui. Donc il y a des ateliers qui sont quand même très très importants parce qu'ils sont au travail sur le principe par rapport à ça. Je pense que ce qui est important dans les ateliers, ce n'est pas tant l'activité en elle-même qui est importante, mais ce qui se passe à travers l'activité. En fait, l'activité, c'est un espace où le résident, tout en travaillant, peut exprimer une souffrance, peut parler de son histoire. Je crois que c'est surtout ça qui est important. C'est pas tout rose, ça représente bien aussi le brouhaha qu'on peut avoir dans la tête, je pense en pleine descente de conso. Avec le mix, là, tout ce bazar. Et donc voilà, après tous les autres addictions qui peuvent être reliées. Donc tout ça, c'est que la consommation, le premier cercle, et après on arrive vraiment dans l'addiction. Parce qu'une fois qu'on consomme, une fois, deux fois, et que ça prend trop de place dans la vie de tous les jours. Et donc j'ai quand même fait une porte de sortie à tout ça. L'atelier permet aux résidents de se remettre dans un rythme du quotidien, de s'investir dans un projet, d'essayer d'aller jusqu'au bout, avec le soignant. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est la présence, toujours pareil, du soignant. Parce que bien souvent, c'est difficile d'abord, dans un premier temps, de parler. Mais eux, du coup, s'expriment et le font à travers ces ateliers, le faire avec, et du coup, leur créativité s'exprime, vraiment. Ça nous permet de se concentrer sur quelque chose et de ne penser à rien d'autre. Voilà, pendant 2-3 heures de temps, on ne rumine pas, on ne pense pas au passé, on ne pense pas à notre addiction, on ne pense pas aux choses qui pourraient nous faire mal. Ça m'a permis de déposer tout ce qui était lourd en moi. J'ai fait des collages très durs, très violents, mais je les ai déposés. J'ai déposé cette violence qui me bouffait à l'intérieur en étant dans un atelier avec des éléments pour pouvoir créer et des éducateurs qui étaient là pour m'encourager. Voilà, et Galia, ça fait très peu de temps, Galia est assez douée aussi, on va dire les choses simplement.
Et ça fait que 4 mois qu'elle monte à cheval. Elle n'a jamais... c'est la première fois de sa vie qu'elle monte à cheval, et c'est ici avec nous. Et voilà, elle s'est découvert quelque chose, une vraie passion, je crois. Donc, vraiment tout le poids du corps dans les talons. Hein. On appuie, c'est ça qui va vous verrouiller sur la selle. Okay. C'est thérapie en ligne de rien, en cheval. C'est quelque chose qui me manque si je ne le fais pas. Le cheval, c'est très très instructif sur soi. Moi, j'avais jamais touché un cheval de ma vie, ou presque. C'était une de mes phobies. Je suis vraiment pas un bon cavalier, mais je suis content d'avoir vaincu cette peur. Je pense que chacun trouve midi à sa porte, en fait, un peu ici. Une fois que l'envie vient, et puis l'équipe aussi, hein, les éducateurs sont tous spécialisés un petit peu chacun dans leur domaine, et ils ont tous des bonnes bases pour nous guider, quoi. Quand les mamans n'ont pas le temps de bercer leurs petits enfants, Monsieur le vent vient doucement faire danser les berceaux blancs, faire danser les berceaux blancs. Donc c'est là concrètement l'unité mère-enfant à partir d'ici. Donc comme tu vois, là ici, on a du matériel à portée de main. Donc là, de ce côté-ci, on a là la salle de bain qui est pour 2 mamans, donc 2 chambres. On a chacune notre placard. Après, on a la salle de bain, il y a tout ce qu'il faut, baignoire. La baignoire avec douchette ici. Alors ici c'est la chambre. Voilà, alors comme je disais, quand je suis arrivée ici, j'avais déjà le lit pour le bébé, la table à langer, on a un grand placard avec une penderie ici et des rayons là, une petite table basse et le ballon dont je me sers tous les jours pour les exercices. Le fait d'être ici me permet d'avoir une relation de plus en plus fusionnelle avec mon bébé parce que j'ai du temps pour lui. J'ai beaucoup de temps et des choses que je n'avais pas forcément avec mes 2 premiers enfants. Je peux dire qu'on a un vrai petit coco. On est vraiment bien. Et du coup, c'est laisser du temps un petit peu et de la souplesse. Et en même temps, avoir un regard réaliste aussi, parce que parfois, ça peut ne pas bien se passer. Et c'est l'accompagnement du lien, c'est-à-dire c'est soit ça, elles vont bien ensemble, ou ils vont bien ensemble, la maman et l'enfant, soit ça va pas bien. Et c'est aussi accompagner vers une séparation. C'est vrai qu'avec le médecin addictologue ici, il y a un gros travail qui est fait par rapport aux substances ou l'alcool qui a été pris durant la grossesse. En fonction du mois de grossesse, voilà, c'est important de calculer ça pour arriver à détecter un éventuel SAF ou TCAF qu'il y aurait à la naissance de l'enfant. C'est important d'en parler, de poser les choses avec la mère pour que justement elle ne culpabilise pas et que justement elle puisse s'occuper de ça et être plutôt actrice plutôt que subir ce problème. Et donc toute la prise en charge ici, ça va être de beaucoup parler, de beaucoup dédramatiser par rapport à tout ça et en même temps de mettre en place des choses, des actions adaptées à cette prise en charge d'un bébé qui serait atteint d'un SAF ou d'un TCAF, c'est-à-dire avec la psychomotricité ici que nous avons, donc une psychomotricienne qui vient 1 fois par semaine. Elle contribue justement à évaluer cette possibilité-là ou pas, et si le développement neuromoteur de l'enfant se passe dans de bonnes conditions. Je conseille aux mamans en détresse, aux mamans en danger,